Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, on a analysé les conséquences de la guerre contre le crack aux États-Unis avec le docu Netflix Crack, Cocaine, Corruption and Conspiration. Nous avons parlé rap, cinéma et théâtre en compagnie de Stomy Bugsy lors d'une masterclass mémorable. Je vous conseille de la réécouter. Et aujourd'hui, on va parler des films d'épouvante autour du film Us de Jordan Peele. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la room Ciné Club Afro numéro 35. 35 déjà. 35 déjà, l'avant-dernière de la saison 2. Déjà. Ça passe vite, hein. Je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Au sommaire, présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter on stage pour partager votre analyse, nous expliquer pourquoi vous avez aimé ou pourquoi vous avez détesté ce film. Puis viendra le grand débat du jour. On terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Donc, Us, ça raconte l'histoire des Wilson, une famille africaine-américaine de la classe moyenne, qui se rend à sa maison de vacances à Santa Cruz. Adélaïde, la mère, se met cependant à avoir des flashs d'un épisode traumatisant de son enfance, et elle a un mauvais pressentiment. On peut dire qu'elle a du flair, puisqu'une nuit, la famille se retrouve nez à nez avec leur double maléfique. Et Simi, pourquoi on parle de ce film ? Fort du succès de son premier long métrage Get Out sorti en 2016, Jordan Peele est devenu le nouveau maître de l'horreur qui a dépoussiéré le genre en y incluant la question raciale et politique dans un cinéma d'horreur qui souffrait péniblement à se renouveler, Samba. Avec Us, il redéfinit les codes du slash movie. Tu sais ce que c'est que le slash movie Non, pas du tout. Un slash movie, c'est un sous-genre cinématographique du film d'horreur où le tueur utilise une arme blanche. Donc voilà, donc comme je le dis, Jordan Peele redéfinit les codes du slash movie car on est plus sur un thriller psychologique et social que sur le traditionnel film d'horreur, gore, comme les franchises Freddy et Scream. Est-ce que tu as déjà vu Freddy ? Est-ce que tu connais Freddy J'ai trop peur de ces trucs-là. Moi, j'avais peur de Freddy avant même d'avoir vu le film. J'ai jamais vu le film. Et Scream, bien sûr. Mais ces affiches, elles me terrifiaient dans la rue. Donc, Voilà, ces deux franchises qui ont été créées et réalisées par Wes Craven. Le succès des films de Jordan Peele repose aussi sur une ambiance malsaine associée souvent à des dialogues humoristiques. Son prochain film, le très attendu Nope, qui sortira le 10 août, se déroule dans un ranch californien où une forme mystérieuse affecte le comportement humain et animal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le contexte de la sortie de Us, qui est sorti en 2019. Et toi, t'en as pensé quoi, toi, de Us ? Alors, mon point de vue sur Us sera en deux parties, Samba. Ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Alors, ce que j'ai aimé dans le film, c'est justement, comme je l'ai dit dans l'introduction, qu'il a redéfini le code du slash movie. Déjà, la mise en scène et la réalisation est très soignée. Le casting, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss, Yahya Abdul-Mateen Tout, voilà, des acteurs qu'on retrouve de plus en plus dans le cinéma de blockbuster à Hollywood. Et surtout, la réflexion sur la condition sociale d'une partie de la population aux États-Unis. Ça me fait penser un peu en sorte comme si on était dans un monde global où il y a les laissés pour compte, les parias et ceux qui bénéficient de la mondialisation. Il y a cette métaphore sociale qui est très présente dans le film et ce que je trouve très intéressant. Et ce que j'ai moins aimé, c'est à partir du moment où le double maléfique de Lupita Nyong'o s'exprime.
je trouve que ça fonctionne pas. Tout fonctionne jusqu'au moment où elle prend la parole. Et là, je trouve que là, ça casse un peu quelque chose. Et ça m'a, tu vois, ça m'a rebooté un peu. J'ai été surpris, désagréablement surpris, le ton de la voix qu'elle prend quand elle joue son double maléfique, en fait. Voilà, dans un premier point. Dans un deuxième point, le scénario est pas très très clair, n'est pas très très clair et pas très abouti, ce qui peut donner par rapport à l'impression quand on regarde le film qu'il y a des choses qui sont pas très compréhensibles. Bon, moi j'ai à peu près compris ce qu'il a voulu donner, ce qu'il a voulu dire en fait, Jordan Peele, mais je pense qu'il s'est trop compliqué la vie. Sur le scénario, beaucoup moins subtil par rapport à ce qu'il avait fait avec Get Out. Mais comme il est dans un slash movie, donc il a privilégié quand même les scènes. On est quasiment sur tout le film. Ils essayent d'échapper à tout ce double maléfique qui les poursuit tout au long du film. Voilà, donc il reste quand même un slash movie intéressant où on est vraiment dans le cinéma, contrairement au slash movie qui sort habituellement. Et c'est ça qui fait la force du film, l'esthétisme, le casting et la mise en scène. Voilà mon point de vue sur Us. Ok. Eh ben, pour cette fois-ci, je vais donner un peu mon avis en avance. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le problème de Us, c'est qu'il y a Get Out avant, en fait. Et que peut-être que Get Out, il a placé la barre assez haut. Ouais. Ou, en conséquence, Us paraît un peu fade ou un peu moins profond. Alors que, pour un film d'horreur, ça reste encore au-dessus de la moyenne en termes de fond, je trouve, hein. C'est mon avis. Mais moi, oui, c'est au-dessus de la moyenne, oui, bien sûr. Je l'avais vu au cinéma et là, en fait, en le revoyant, je le trouve meilleur en fait en revisionnage qu'à la première fois que je l'ai regardé. T'as peut-être plus de recul. Ouais, peut-être plus de recul, peut-être plus m'attacher davantage à des détails que j'avais pas, ou en tout cas essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire, parce que effectivement, je confirme que tout est pas très clair dans le concept des doubles là. Et ça m'est paru beaucoup plus limpide là en le regardant une deuxième fois. Ouais. Et puis j'ai aussi là quand même été plus attentif au jeu des acteurs et je les trouve bons en fait, hein. Vraiment, notamment les gamins et tout. J'ai trouvé quand même ils étaient très très bons. C'est difficile de jouer à la fois deux personnages opposés et en même temps qui sont les mêmes personnages, c'est-à-dire qu'ils gardent quand même la même mentalité. Et moi, j'ai trouvé que même Lupita, finalement... non, il y a une bonne performance d'acteur, mais dès qu'elle parle, je trouve que ça ne fonctionne pas, en fait. Sur la voix du double de Lupita, moi, en fait, pour moi, j'entendais la souffrance, en fait, à travers cette voix-là. Mais ça retranscrivait, en fait, la souffrance qu'elle a endurée pendant ces années-là, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai... Ouais, mais moi j'ai trouvé que ça fonctionnait pas en fait, pas du tout, et ça m'a cassé en fait une bonne partie du film dès qu'elle s'exprimait en fait. Je trouve que ça fonctionnait pas. Donc voilà. Donc les amis, si vous souhaitez monter, donnez votre avis. Donnez votre avis, sachant que ceux qui l'ont pas vu, ça risque de spoiler, donc il va falloir faire attention. Alors désolé pour ceux qui l'ont pas vu, hein, mais parce qu'on sera obligé de spoiler, quoi, révéler certaines choses en fait. C'est des films d'horreur. Hein. Ah ouais, c'est des films d'horreur. Hein. Et celui-ci, il est particulier, donc. Il y a beaucoup qui meurent dans le film. Donc voilà. Alors, salut Gladys. Bonsoir Gladys. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que là je suis dans le train. Je t'entends très bien. Ok, parfait. Parfait. Alors ton point de vue sur le film? Alors moi le film j'ai vu en salle. Et je me rappelle qu'en sortant, ce que je pense que le réalisateur a réussi à faire, c'est me sentir coupable du destin de Red/Adélaïde. Puisque la chute, on découvre qu'en fait celle qu'on suit depuis le début, Adélaïde, en fait c'est le double, et ça fait 30 ans que la pauvre petite Adélaïde essaie de trouver un moyen de sortir de sa cave là, et que lorsqu'elle y parvient, en fait finalement elle se fait tuer.
désolée pour le spoil. Mais du coup, en fait, je me sentais trop mal parce que tout le début, tout le long du film, j'avais l'impression que, voilà, enfin, Adélaïde, il fallait qu'elle s'en sorte, qu'elle se batte, machin. Et en fait, non, en fait, c'est Red, en fait, qui cherchait à retrouver sa liberté. Donc pour moi, ce côté-là, je trouve que le réalisateur, il a réussi ce qu'il voulait faire. Enfin, en tout cas, moi, je me sentais vraiment très mal. Ce qui m'a un peu gênée dans le film, la première fois que j'ai vu, c'était l'humour que je trouvais un peu hors sujet et pas à sa place. Enfin, peut-être c'était les blagues en fait qui collaient pas, surtout les blagues de Gabe, parce qu'on est dans un moment de tension et en fait, mais ces blagues elles tombaient un peu à l'eau en fait. On entend les blagues et je me disais mais pourquoi pourquoi il sort ici? Pourquoi il sort ça là maintenant? Pour moi, ce personnage-là, il est un peu, il est naze dans beaucoup de sens du terme, que ce soit à la bagarre, que ce soit dans la compréhension de la situation. Alors, est-ce que tu peux couper ton micro, Gladys, voilà, quand tu parles, quand tu t'exprimes pas. Vas-y, Samba, parle un petit peu plus fort si tu peux, Samba. C'est un peu un vrai loser, je trouve, le personnage. Que ses blagues, elles sont nulles. En bagarre, il se fait quand même victimiser. Il a du mal à analyser les situations. Il n'a pas de flair. Et je pense que voilà, c'est pour le coup, c'est assez un bras cassé ou un pied cassé. Et pour le coup, il est bon là-dessus, quoi. Moi, je le trouvais ridicule du début à la fin. C'est dans ce que veut montrer en général dans son cinéma Jordan Peele, des personnages assez décalés, introduire un peu d'humour dans un univers, dans un thriller, dans un film d'horreur ou dans une ambiance un peu malsaine. On le voit aussi un peu dans Get Out. Là, on le voit encore une nouvelle fois dans Us. C'est justement ces personnages totalement décalés qui sont pas en phase avec le contexte de ce qui se passe, quoi, en fait. Mais ça, c'est pour ça que je dis qu'il casse les codes du cinéma d'horreur, parce qu'il fait ce mélange entre humour et horreur. Donc on peut passer par différentes émotions, et ça a été sa force dans son premier long, comme tu l'as dit, Samba, Get Out. Et là, justement, c'est un petit peu moins bon, moins évident. Mais effectivement, comme tu l'as dit, Samba, il a placé la barre tellement haute avec Get Out qu'on s'attendait à ce que Us soit au même niveau en termes d'écriture, voilà, en termes de subtilité que son premier long. Là, sur Get Out, il est plus dans le cinéma d'horreur, quoi. Un petit peu plus gore parce qu'il y a beaucoup de sang que par exemple à Get Out, on est plus dans un thriller, c'est plus un thriller psychologique en fait, dans la psychologie des personnages, que moins dans l'action et dans la violence qu'on retrouve dans Us. Donc voilà. Céline, ou alors Gladys, tu veux rajouter quelque chose? Oui, enfin, je voulais juste rajouter que autant dans Get Out, j'ai trouvé que l'humour était bien placé, mais pas dans Us en fait. Vraiment, à chaque fois, ça m'a choqué d'entendre les blagues de Gabe. Ça me bloquait. Voilà. D'accord. Merci de ton intervention. Bonsoir Céline. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oui. Donc, pour moi, c'est peut-être un petit peu différent parce que moi, le film, il a très mal démarré pour moi parce que je savais pas trop où ça allait nous emmener, et j'ai trouvé même la première partie un peu lente, et j'ai pas particulièrement aimé, en tout cas dans la première partie, le jeu de Lupita. Ah ouais, t'es comme moi alors. La première partie, hein. Ouais, c'était pas. Ouais. J'ai trouvé ça un peu surprenant parce que je m'attendais pas du tout à ça, et ou alors je la trouvais pas crédible, mais il y avait quelque Exactement. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais j'avoue que quand le film a démarré, pour moi, c'est quand évidemment la scène où on a les doubles qui apparaissent et qui commencent à rentrer dans le film, en fait. Là, j'avoue que j'ai eu vraiment très peur. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu... Là, franchement, ça a fonctionné. J'ai trouvé qu'elle a joué... Enfin, là, tout le monde jouait super bien. Et j'ai eu vraiment très peur. Alors, ce que je regrette dans la deuxième partie, qui est pour moi la meilleure partie du film, et donc cette partie où effectivement les doubles arrivent et essayent de s'imposer, ce que j'ai regretté, c'est les différents messages. Je trouve qu'il y avait trop de messages qui étaient inculqués
et même la fin, c'était très difficile à comprendre parce que on essaie comment dire, d'infuser certaines notions sur les Noirs américains, tout ça, dans ce type de film, ce qui est bien. Mais du coup, en fait, il y avait tellement de tension que, enfin, moi, j'écoutais même plus ce qui était. C'était plutôt vraiment la tension entre les doubles qui m'intéressait. Et je trouve que ça n'a pas été assez peut-être exploité. Et en plus de ça, la fin, elle a fait pchit pour moi. Vraiment, ça fait. J'ai l'impression qu'on aurait pu continuer, mais il fallait qu'on boucle le film. Et du coup, on a fait une fin pour clôturer le film assez rapidement. Je trouve que la fin aurait pu être mieux exploitée. Et du coup, c'est pour ça que le film, pour moi, est très mitigé. Mais sinon, l'effet peur, pour moi, il a vraiment fonctionné. Parce que Lupita, elle joue vraiment super bien le double. Contrairement à ce que tu disais. Sauf sa voix, moi, c'est la voix qui m'a cassé. Non, moi, ça m'a pas dérangé. Vraiment, j'étais dans le personnage. Moi, quand je l'ai entendu parler, tout ce que tu dis, quand ils arrivent, le double arrive près de la maison de vacances et tout, il n'y a pas de souci dès qu'il rentre et tout. Et dès qu'elle commence à s'exprimer, qu'elle s'assoit, je dis non, là, ça va plus, en fait. C'est vrai? Il y a quelque chose qui m'a... Parce que, justement, fallait vraiment mettre la distinction entre les deux personnages. Exactement, mais je pense que notre moyen, je sais pas, ou alors qu'elle trouve un ton au niveau de sa voix, mais moi ça m'a. Ouais, mais c'est la voix, mais le jeu était là. Ouais, le jeu était là. Franchement, elle jouait super bien, parce que franchement, au début, je me suis dit pourquoi, et après j'ai compris. Donc vraiment, il faut, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Faut vous accrocher. En tout cas, moi je pense qu'il faut vous accrocher au tout début et après le film démarre et ça devient. Ça m'a fait un peu penser un peu à Tarantino, les films qui partent un peu en sucette. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Où t'es dans une ambiance, tu penses que ça va être comme ça et puis d'un coup ça part en cacahuète. Donc tu sais pas trop où le film t'emmène. Mais c'est juste la fin. Et je pense que si la fin avait été un petit peu plus travaillée ou la chute était différente, je pense que le film aurait peut-être eu une autre audience ou un peu plus de succès. Mais il a très bien marché. Hein. Ah, d'accord, ok. Il a coûté 20 millions de dollars, il en a rapporté 255 millions au box-office. Donc non, mais tout ce que fait Jordan Peele, ça fonctionne. Hein. Non, c'est parce qu'il amène quelque chose de nouveau. Comme je dis, il a dépoussiéré carrément le cinéma d'horreur, quoi. Et c'est le nouveau maître de l'horreur. Voilà, Hollywood mise énormément sur lui. Comme je l'ai dit en introduction, son prochain film Nope est très, 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 très attendu. Il sort le 10 août en France et en Europe et le 22 juillet aux États-Unis. Ah non, Jordan Peele, c'est fait partie des comptes à Hollywood. C'est vrai que le scénario, il a des scénarios qui sont originaux, donc on peut pas lui reprocher. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'Indien, j'ai oublié son nom. Ils ont leur propre touche, ils apportent quelque chose de nouveau, et ça, c'est vrai qu'on peut pas leur. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours agréable. Et c'est pas un mauvais film, hein. C'est pas un mauvais film. Non, c'est pas un mauvais film, mais non, c'est pas un mauvais film. Mais c'est vrai que si on compare avec Get Out, c'est pas pareil. Donc il faut pas s'attendre à un deuxième Get Out. C'est un autre film. Non, c'est un peu comme Tarantino. Pour moi, c'est un peu comme Tarantino. Tu regardes un Tarantino, c'est jamais la même chose. C'est toujours. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet. Ok, merci Céline. Bonsoir Atisso. Atisso, tu nous entends? Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Essimi, bonsoir Samba, bonsoir toute la room. Moi j'ai bien aimé. Alors je l'ai vu 2 fois et je vais me faire un petit peu l'apôtre de la première fois plutôt. La première fois c'était au cinéma. Et pour moi, c'est important de le voir en fait sur grand écran parce que, comme tu l'as rappelé, Simi, en fait, Jordan Peele, en fait, effectivement, il a dépoussiéré un genre, mais c'est surtout qu'il le maîtrise en fait le genre. Ouais. Donc tout ce qui concerne, voilà, le côté horreur ou côté gore un peu aussi, parce qu'il y a pas mal d'hémoglobine en fait qui dégouline là dans ce film-là. Enfin voilà, l'ambiance et tout ça, enfin c'est des choses qui sont vraiment maîtrisées quoi. Ouais. Et clairement, pour moi, après Get Out, ce film-là, en fait, voilà, ça prouve encore plus sa maîtrise, en tout cas de cinéaste. Et moi, il a beaucoup plus de moyens, quoi, en fait. Oui.
Get Out, moi je l'associe un petit peu à un film complètement indé. Alors je sais pas si c'est Exactement. Blumhouse qui l'avait distribué à l'époque. Ouais, c'est toujours le même, mais il avait coûté 4 millions 500 000 dollars à faire Get Out. Ok. Et Il en a rapporté 295 millions de dollars quand même, donc c'est donc je voulais juste énorme. rappeler en fait aux autres membres de la room, et sans doute ils le savent déjà, mais le principe de ce distributeur là de Blumhouse, c'est effectivement donc de faire des films à coût réduit et dans enfin avec vraiment des grandes contraintes, souvent unité de lieu ou unité d'accueil, choses comme ça, et puis après donc de distribuer en fait au plus large public. Et c'est le cas avec le film, ça a été le cas avec le film Antebellum. Et le film aussi Ma avec Octavia Spencer, là, qui joue le nounou, qui séquestre des jeunes. Exactement. Voilà, c'est deux films produits par la société que tu viens de nous dire, la Blumhouse. C'est Blumhouse. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Vas-y, continue. Paranormal Activity et d'autres films. Donc, c'est des codes d'amoureux de cinéma et en même temps avec une vision très industrielle, quoi, finalement. Donc ce film-là, moi, vraiment plu, moi, sur grand écran. J'ai plongé complètement dans l'ambiance, dans l'univers. Et ensuite, donc la seconde fois, donc je l'ai vu bien plus tard, donc sur Netflix, et là cette fois-ci avec ma fille. Et mon approche, en fait, elle était différente. Alors je sais pas si c'est le fait du petit écran, ou je sais pas parce que je me suis endormi aussi à un moment donné par la fatigue, mais j'ai été moins sensible. J'ai été beaucoup moins sensible. Mais je garde quand même à l'esprit. Beaucoup moins sensible par rapport à quoi, en fait? Je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est à cause du label Netflix ou à cause de la possibilité de le voir quand on veut, ou de s'arrêter, de revenir en arrière, etc. Enfin, c'est pour ça que je disais, voilà, je suis vraiment aujourd'hui l'apôtre du cinéma, donc j'incite vraiment tout le monde à repartir dans les salles et à regarder les choses sur grand écran pour que ça soit vraiment une expérience commune. Mais par contre, ce qu'on peut pas enlever au film, que ça soit sur petit écran ou sur grand écran, c'est l'intelligence qu'il a, en fait, Jordan Peele, par rapport à l'allégorie sur les Afro-Américains, à l'allégorie sur la société. Sur la société, ouais. Et ça, c'est très habile et c'est très malin. C'est-à-dire que même si là, on va pas au bout des critiques ou d'analyse, en tout cas, du film, je suis convaincu que d'ici, 5-10 ans, voire même peut-être plus, les codes vestimentaires ou au niveau des jeux ou les sous-entendus, en fait, qu'il peut y avoir dans certaines séquences, je suis sûr que ça peut avoir une résonance sociologique, en fait, tout simplement. Ouais. Ou même dans la pop culture, parce que comme tu dis, quand tu parles des codes vestimentaires, tout le double maléfique là, avec leur tenue, leur espèce de combinaison rouge, marron, bordeaux là, et les ciseaux, tu vois, ça c'est resté. Il y a eu beaucoup de détournements, beaucoup de créations artistiques autour des personnages et des vêtements du monde parallèle où il y a tous les doubles. Donc ça marque, oui, ça va marquer la pop culture. Et puis ce qui est aussi intéressant dans Us aussi, c'est les références culturelles. Tu vois, quand ils arrivent à la plage, je pense que tu as dû remarquer à Tissot que les références aux Dents de la Mer, alors que ça n'a rien à voir, tu vois, la caméra, la mise en scène et tout, les Dents de la Mer, et puis le fait que le petit garçon a le t-shirt les Dents de la Mer, au début la fille avec le t-shirt quand ils sont dans la fête foraine, que son père lui fait gagner le t-shirt de Thriller de Michael Jackson, tu vois, toutes ces petites choses de référence surtout aux années 70, 80, de l'horreur, que ce soit dans un film ou dans la musique, participent aussi tu vois, à l'univers de Jordan Peele, ce mélange de genres qui est du rap, I Got Five Homies, comme je l'ai dit, qui est un morceau qui parle de drogue et qui se retrouve dans le film constamment. On entend la musique alors que ça n'a rien à voir, mais c'est les références de Jordan Peele. Aussi le morceau NWA, à un moment, Fuck the Police, tu vois, toutes ces références-là fait que le cinéma de Jordan Peele marque son temps, marque son époque, comme l'a fait dans les années 80-90 Wes Craven avec la franchise Freddy et la franchise Scream, et c'est ce qu'est en train de faire Jordan Peele.
Oui, oui, mais même, je pense même qu'il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Ouais, à bien lui, il sûr. vient sur ce genre-là, et il faut savoir aussi qu'avant, il faisait des comédies. Je crois que t'as dû le dire en début de Room, quoi, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Mhm. Hum, Il vient de l'univers de la comédie, et puis à travers ses personnages, donc en l'occurrence, là, Le le, père, le père, le père de voilà, famille, ouais. cette dimension comique est introduite bien rapidement après dans ce genre qui se veut quand même un film d'horreur avant tout, quoi. Oui, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur de cinéma d'auteur. C'est du vrai cinéma. Parce qu'on a connu les films, on sait ce que c'est que les films d'horreur, où ça jouait beaucoup sur l'émotion et pas trop sur la mise en scène ou même la réflexion. Parce que dans les films de Jordan Peele, ou ce qu'il produit, il y a toujours une réflexion politique, en fait, sociale, liée principalement à la question raciale. C'est en quelque sorte ce qu'a théorisé un producteur, Charles Dickens, le producteur de la société Macro, il a théorisé le fait de l'activisme dans le divertissement, en fait, dans le cinéma de genre afro-américain. Et ça, on le retrouve dans le cinéma essentiellement de Jordan Peele, et ce qui fait sa force. Absolument, absolument. Donc voilà. Samba, est-ce que Samba est avec nous? Ah. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Oui, Samba? Oui, je suis là. Ah, on t'entend pas, Samba. Là, vous m'entendez pas? Non, on t'entend pas du tout. Donc, Et là, c'est mieux? Ouais, là, ça va. Là, ça va. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir avant qu'on passe au débat sur le film? Sur les acteurs, les actrices? Gladys? Enfin, moi, c'est plus par rapport aux références. Vas-y, on à t'écoute. d'autres films d'horreur, en fait, Oui. du passé. Donc, il y a des refs aux Goonies. Quand Red dit, enfin moi du coup je l'ai vu en anglais, mais elle dit it's our time to go out, ou je sais pas, it's our time, c'est ce que disent les personnages dans les Goonies en fait quand c'est leur moment en fait de briller. Il y a aussi t'as dit par rapport à Thrillers, aux zombies. Il y a des refs à d'autres films d'horreur avec des doubles comme The Right Thing ou Chad. Donc et bon après je sais pas si on dira après, mais en fait tout le film il est raconté dans le plan séquence du début en fait, donc toute sa totalité. Et ça j'ai trouvé ça génial. Et après je sais pas du coup quand on parle dans le débat, mais j'en reviendrai après dessus. D'accord. Voilà. Merci Gladys. Céline, tu as quelque chose à rajouter concernant le film avant qu'on passe au débat? Et n'hésitez pas à lever la main et venir discuter avec nous, pour ceux qui sont dans la room. Non, pas pour l'instant. Donc pas pour l'instant. Ok, Samba. Simi, tu as choisi la thématique du trauma porn dans le cinéma afro. Est-ce que c'était le film idoine pour cette thématique-là? Je ne suis pas complètement sûr. En fait, depuis le succès de Get Out en 2016, Hollywood a compris que le cinéma d'horreur afro-américain était un filon qui pouvait rapporter gros au box-office, Samba. Donc c'était intéressant à travers ça et à travers toutes les rooms qu'on a faites, ça revenait souvent, quoi. Ouais, c'est trop trauma porn, il y a trop de trauma porn dans le cinéma afro-américain depuis le succès de Get Out en 2016. Et ensuite, les studios d'Hollywood justement après ce succès-là, les studios d'Hollywood vont commencer à produire des films et des séries d'horreur afro-américains qui vont connaître un succès public et surtout critique. Ces succès vont aussi susciter des critiques, comme je suis en train de le dire, chez certains qui jugent que Hollywood exploite la souffrance des Noirs uniquement pour faire de l'argent, d'où le terme de trauma porn, voilà, pour qualifier cela. Est-ce qu'il y a-t-il trop de trauma porn dans le cinéma afro? C'est-à-dire, est-ce qu'on montre trop la souffrance des Noirs actuellement dans le cinéma afro, et qui est effectivement, grâce à Jordan Peele, qui a ouvert la voie pour d'autres réalisateurs surtout dans le cinéma d'horreur, parce que le trauma porn c'est un ressenti, mais ce n'est pas un genre cinématographique. On peut retrouver du trauma porn dans le drame, du trauma porn dans le cinéma fantastique, ou du trauma porn sur des films historiques, notamment quand c'est lié à la traite négrière, à l'esclavage. Alors la question, est-ce qu'il y a trop de trauma porn dans le cinéma afro, notamment le cinéma afro-américain qui
qui depuis 4-5 ans connaît un succès au box-office. Moi, je préfère vous laisser vous exprimer d'abord sur cette question-là, et après, je répondrai Samba uniquement avec des faits, en fait. Parce que pour répondre à cette question-là, j'estime qu'il faut avoir des faits concrets pour dire s'il y a trop de trauma porn ou pas. Donc, je préfère vous laisser répondre à ceux qui... Mon avis, c'est que je pense qu'on ne peut pas tous les mettre sur le même plan, ces films-là, même si, effectivement, il y a quelque chose, on a l'impression qu'il y a une filiation, mais moi, par exemple, Get Out, en fait, le fait que dans Get Out, finalement, les Noirs triomphent, entre guillemets, des Blancs, pour moi, déjà, rien que ça, c'est de la... En fait, on renverse plein de choses, quoi. Finalement, ceux qui souffrent, en tout cas, pendant le film, je sais pas, grâce à la victoire du personnage principal, eh ben, on renverse la chose. Il y avait eu aussi le film là, Nat Turner. Eh ben, ça m'a fait drôle de voir des Noirs zigouiller des Blancs de cette manière. Et donc, à la fois, on est sur effectivement des épisodes traumatisants ou des références à des expériences traumatisantes des Noirs, mais ces mêmes Noirs arrivent à renverser par moments en fait ce sentiment de victime et deviennent ils sont vainqueurs, même si Nat Turner, on sait qu'à la fin il meurt, mais il est quand même dans une position de révolutionnaire. Donc ouais, je mettrais pas tous sur le même plan. Un film comme une série comme Underground Railroad par exemple, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que c'était je trouvais qu'en fait on passait un cap supplémentaire dans la violence infligée au corps noir, et là pour le coup c'est vrai que c'était assez difficile, et donc voilà, je pense qu'en tout cas, on ne peut pas tous les mettre sur le même plan, et voilà. Ah oui, moi je suis d'accord avec ton point de vue, mais c'est pas le cas de tout le monde par rapport aux réactions que j'ai pu voir, lire et entendre, notamment dans les rooms, hein, quand on a fait certains films, dans leur regard, quand on a fait Get Out, quand on a fait même certaines séries. Il y en avait qui trouvaient qu'il y avait trop de trauma porn actuellement dans le cinéma afro-américain. Et justement, j'aimerais bien avoir l'avis de Gladys. Oui, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas trouvé que Us faisait partie de la catégorie. Enfin, j'ai pas vécu ça comme du trauma porn en fait, alors que vraiment je supporte pas de regarder d'autres films. J'ai pas vu Hotel Rwanda, j'ai pas vu 12 Years of Slave, j'ai pas vu When They See Us, je ne les ai pas regardés parce que vraiment on montre des corps noirs souffrir en plein écran, alors que dans Us tout est caché en fait. Tout ce qui est quand les personnages se battent, quand finalement les personnes sont poignardées ou qu'il y a du sang, en fait on le voit pas, c'est hors champ. Donc moi je l'ai pas vécu du tout comme ça. Mais on exprime une certaine souffrance quand même. Il y a de la souffrance. Celui de voilà. Fred. C'est pas simplement de la violence, hein, le trauma porn, c'est aussi montrer la souffrance, la souffrance noire en fait. Mais ça, on s'en rend compte en fait à la fin du film. Oui. Et c'est ça. C'est pour ça, moi, c'est ça qui m'a traumatisée en tout cas. C'est de me rendre compte à la fin que, en fait, la personne qui souffrait le plus, c'était Adélaïde devenue Red en fait. Mais j'ai quand même du mal à dire que le film soit du trauma porn quand même. Non, mais de manière générale, est-ce que tu trouves, toi, par rapport à si tu as des discussions dans ton entourage ou dans certaines personnes, ou quand tu vois les films qui sortent, est-ce que tu trouves qu'il y a trop de trauma porn dans le cinéma afro? Ah ça oui, par contre oui, beaucoup trop. Ah voilà, non mais la question ne se résumait pas à Us. À Us. C'est justement, on parle de Us pour parler du cinéma en général. Ah, mais pour le cinéma afro-américain, oui, je suis tout à fait d'accord avec Essimi, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup de films que je n'ai pas regardés parce que ça surfe dessus en fait. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Mais tu peux pas savoir si c'est du trauma porn puisque tu les vois pas, puisque le trauma porn, comme je le dis, c'est un ressenti personnel. Ce n'est pas un cinéma de genre, parce que dans le trauma porn, tu peux le trouver aussi dans le cinéma d'action. Donc, pour que tu puisses juger qu'il y a du trauma porn dans ces films ou que tu ressens qu'il y a du trauma porn, il faut quand même aller les voir. Ce qu'il y a, c'est que déjà dans la bande-annonce, on sort dessus. C'est ce qui est vendu, j'ai envie de dire. Et c'est un peu un gage pour faire venir les gens en salle pour venir voir le film. Et moi, du coup, ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Céline, ton point de vue par rapport à ça, est-ce que tu trouves qu'il y a trop de trauma porn dans le cinéma afro, notamment celui afro-américain? Alors, j'ai dû regarder ce que c'était la définition de trauma porn parce que c'était un concept très, très, très pointu. Donc, si j'ai bien compris, hein, donc, le concept de trauma porn, c'est l'exploitation donc d'une souffrance à des fins commerciales. Si c'est bien ça, d'accord. Moi, la première fois que j'ai écouté, j'ai compris que c'était du trauma porn par rapport à cette définition, c'était quand je sais plus quel film sur les esclavages, sur la période aux États-Unis, et Snoop Doggy Dogg avait dit un commentaire en disant bon, ça suffit, il y en a assez tous ces films où on est des victimes. Ouais. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit c'est marrant parce que ça, c'est des problématiques de riches. C'est-à-dire que nous, en France, on n'a pas cette problématique de représentation. Ouais, on n'a pas de trauma porn. Nous, on demande même du trauma porn. Exactement. On est plutôt dans un concept où on n'est pas du tout représenté. Notre histoire n'est pas représentée à l'écran. Donc, du coup, on se projette avec ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit chez les Américains, parce que eux, ils déclinent ça ad vitam aeternam. Et du coup, nous, on est demandeurs. Mais eux, les Américains, ils disent, bon, ça suffit, ok, on était victimes, mais maintenant, on veut qu'on parle d'autre chose, d'amour, de ceci, de cela. Donc, du coup, moi, je suis un peu mitigée parce que je me dis, je comprends que c'est pas facile de regarder la vérité en face. C'est pas facile d'aborder certains sujets. Là où ça me dérange, c'est quand certains sujets historiques sont abordés soit de façon comique, ou soit de façon légère. Là, moi, c'est juste là où je tire la ligne. Mais en termes de mettre, d'exposer les souffrances, moi, je pense que plus on expose et plus on en discute. Et le fait de ne pas vouloir en discuter ou de ne pas vouloir regarder, c'est aussi se mentir à soi-même. Parce que tant qu'on ne fait pas ce travail-là, de toute façon, le problème, il sera toujours là. Il y a tellement de choses à dire sur cette période de colonisation, d'esclavagisme qui a été subie, que quel que soit l'angle qui est abordé, c'est un angle, ça fait partie de l'histoire. Moi, je trouve que, en tout cas, moi, le trauma porn par rapport à ça. Après, il y a d'autres trauma porn, alors c'est sûr, peut-être, je dirais plus l'exploitation ou la vision des femmes victimes, toujours des femmes victimes, mais c'est pas forcément le cas. Moi, je pense que c'est aussi le rôle du cinéma. C'est un peu comme un livre en fait. On peut pas toujours avoir tout ce qu'on aime. Il faut avoir une palette de choses pour avoir une vue différente. Le cinéma, c'est la vue de quelqu'un qui exprime sa vision. Et moi, je suis assez surprise qu'on essaye de... Je suis désolée Gladys, je sais que t'es pas d'accord, mais je suis assez surprise qu'on essaye de, de pas discuter de certains sujets. Parce que il y a des sujets qui sont pas forcément beaux à voir, mais c'est la réalité. Donc moi, en tout cas, je suis pour le plus de diffusion, même sur des thèmes qui sont la souffrance. Ouais. Sauf la souffrance version N'Gijol et compagnie où on se moque un peu de ça j'ai du mal. C'est pas du trauma porn, ça. Enfin. Voilà, ça j'ai un peu de mal, mais c'est quand même l'exploitation de la souffrance à des buts commerciaux. Exactement. Donc on est dans le cas, on est là dans le cas. Ouais, effectivement, ouais, t'as raison là-dessus. Mais voilà, si c'est pour parler de certains sujets, même les sujets qui sont pas forcément abordés, voilà. Là, je vois en ce moment dans le cinéma français ou européen, il y a plein de films sur tout ce qui est transgenre, les enfants qui
qui se reconnaissent pas dans leur sexualité Mhm. voilà, de genre. Euh, Mhm. le jour où on va faire ça avec un enfant noir, parce que c'est pas encore arrivé, je pense qu'on en discutera. Est-ce que donc je pense que tous ces trucs-là, chez nous, voilà, on démarre et je pense qu'il faut pas supprimer. Il faut vraiment exprimer tout. Il y aura du bon, il y aura du moins bon, c'est sûr. Mais il faut vraiment laisser cette palette-là pour ouvrir, pour discuter, et puis même voilà, pour aborder certains sujets qui sont pas forcément évidents et parce qu'on n'en discute pas naturellement. Donc ça, c'est mon opinion sur le sujet. Une opinion très intéressante et très pertinente. Après, je répondrai. D'abord, à Tissot, ton point de vue, est-ce que tu trouves qu'il y a trop de trauma porn, enfin, trop de trauma porn dans le cinéma afro-américain, cinéma afro en général et cinéma afro-américain en particulier? Alors, moi, mon problème, c'est que j'ai pas le bon instrument de mesure pour savoir s'il y a trop de trauma porn ou pas dans le cinéma afro-américain. Pourquoi l'instrument de mesure? C'est quoi Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as pas le bon instrument de mesure, c'est-à-dire? Bah ouais, enfin, dans le sens où, par rapport à quoi je peux dire qu'il y en a trop, ou par rapport à quel pays, ou par rapport à quel autre type de cinéma, ou à quel autre type de genre. C'est dans ce sens-là où je disais que j'avais pas le bon instrument. D'accord. Ensuite, au-delà de la blague, Céline vient de le dire en fait, il y a une liberté artistique qui existe en fait sur le continent américain qui est difficilement transposable en fait en France ou en Europe par exemple. Mhm. Et pour moi, assez naturellement, j'ai pas envie de dire il y a trop de trauma porn aux États-Unis. Alors je sais pas si la comparaison elle est possible, mais automatiquement je pense à la période de la blaxploitation par exemple, tu vois, où à un moment donné on Mhm. décide de raconter des histoires proches d'une communauté et de rendre compte de sa spécificité et ça devient une industrie, si bien Mhm. que d'autres cinéastes, donc pas nécessairement afro-américains, donc se saisissent en fait de ce style, on va dire par exemple, pour pouvoir donc développer eux leurs propres histoires. Et dans la démarche donc de Jordan Peele et bien d'autres cinéastes, je pense, tu sais, il y avait la réalisatrice aussi, celle qui a fait Candyman en fait. Nia DaCosta. Voilà. Je trouve que la démarche elle est intelligente parce que ils s'approprient d'abord un genre cinématographique, ils en Mhm. maîtrisent le code et ils se servent donc de ce levier-là pour avoir une vision politique. Et donc, pour moi, clairement, il n'y a pas trop de trauma porn. Au Oui, mais contraire, est-ce que, pour te couper, mais est-ce que ceux qui trouvent qu'il y a trop de trauma porn te disent que oui, mais on montre encore la violence du corps noir en fait, la souffrance en fait, la souffrance des noirs en fait, quel que soit le genre, mais c'est Candyman, ça montre encore la souffrance des noirs. Qu'est-ce que tu réponds à ça en fait? ben, pour moi, d'abord, c'est leur interprétation et c'est leur perception des choses. Exactement. Et moi, ma lecture, elle se situe à un autre niveau et c'est celle que je viens juste d'exposer un instant. C'est que c'est d'abord des artistes, des cinéastes et qui ont en plus la double intelligence, si tu veux, donc de pouvoir construire un propos et de l'argumenter en fait. Et de se servir tout simplement donc du médium cinéma. Donc pour moi, ça, c'est assez fort. Ensuite, le dernier point que je voulais ajouter, et c'est justement par rapport à la France et par rapport à l'Europe, même si la comparaison n'est pas nécessaire et n'est pas indispensable, c'est que cette liberté-là de ton ou de dénonciation, euh, à mon sens, elle n'apparaît pas encore ici, pour la simple raison qu'il y a effectivement plein de barrières ou plein de réflexions ou même d'autocensure en fait qu'on se fait ici pour pouvoir raconter certaines histoires. Et je le dis, enfin tu vois, je me le dis même moi à mon niveau par exemple. Ouais. Tu vois, j'envisage tu vois, de développer un projet au niveau des quartiers sensibles, par Mhm. exemple, voilà, dans les banlieues pour être plus général. Et, euh, et tu vois, dans ma tête, et dans la tête donc de plein d'autres spectateurs, tout de suite, tu vas avoir le film, par exemple, La haine de Mathieu Kassovitz qui va venir, et tout de Mhm. suite, le film de maintenant Lajli qui va venir, qui est Mhm. de la haine. Et quand bien même, je te le dis en toute sincérité, hein, quand tu discutes, tu vois, par exemple, avec certains producteurs, certaines productrices, ils vont Mhm. tout de suite à dire, ouais, mais bon,
on a déjà entendu parler de ça, on ne veut pas parler de ça, il faut essayer de trouver une autre manière donc, d'en parler. Et donc, là où je veux en venir, voilà, c'est que cette grande liberté artistique qui peut exister, par exemple, sur le continent américain, j'ai l'impression qu'en France ou en Europe, on va dire de manière plus générale, il faut pouvoir créer un imaginaire, limite même un vocabulaire, pour juste arriver au niveau des États-Unis, quoi, mais en tout cas tendre vers une volonté purement artistique, quoi. Voilà. Donc, je sais que j'ai fait un grand écart par rapport à la. Non, c'est très intéressant ton point de vue. Voilà. C'est un regard très très intéressant. Alors, moi, je vais donner le mien. Parce qu'on m'a souvent posé cette question, c'est pour ça que je voulais qu'on aborde aussi dans la room, est-ce qu'il y a trop de trauma porn dans le cinéma afro, et c'était les remarques qu'on faisait quand je discutais du cinéma afro-américain actuel, hein. C'est actuel, hein, sur la séquence, je prends à partir de Get Out, parce que c'est Get Out qui a relancé le genre, qui a relancé aussi le cinéma afro-américain, qui a permis à beaucoup de ne plus se limiter à de la comédie, à du drame, et à s'orienter dans le cinéma de genre. On le voit aussi dans la série avec Zem, avec Lovecraft Country, voilà, d'autres cinémas. Mais si on prend depuis 2016 et Get Out jusqu'à aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, moi, il y a que les faits qui m'intéressent, hein, parce qu'il faut juger le nom, parce qu'on dit quand il y en a trop, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de production, beaucoup de contenu où on montre beaucoup de souffrance, de la souffrance noire et tout. Et ben, en analysant ce phénomène-là uniquement sur des faits, ce n'est pas le cas en fait. Quand on prend l'année 2018, qui est l'année du cinéma afro-américain la plus importante de l'histoire du cinéma en général, puisque c'est l'année où le cinéma afro-américain a rapporté 1,5 milliard de dollars au box-office. Ça n'était jamais arrivé pour le cinéma afro-américain depuis qu'il existe aux alentours des années 1910-1920, notamment avec Oscar Micheaux. Et ben, quand on prend l'année 2018 et tous les films à succès qui ont rapporté au box-office, il n'y a pas les plus grands succès du cinéma afro-américain ces 5 dernières années. C'est Black Panther. Alors, est-ce qu'on juge que Black Panther, il y a du trauma porn dans Black Panther? C'est du Marvel. C'est Creed 2 cette année-là. C'est Black Klansman de Spike Lee. C'est un raccourci dans le temps d'Ava DuVernay. C'est le dessin animé sur Spider-Man, Amazing Spider-Man. C'est Sorry to Bother You. Voilà, c'est un film Sorry to Bother You de Boots Riley. Et il y a aussi d'autres films. Donc, en fait, il n'y a pas de temps, quand on regarde, y compris que ce soit dans le cinéma afro-américain ou dans les séries qui traitent du trauma, dans les séries afro-américaines, il n'y a pas tant que ça de trauma porn, en fait. C'est à part les séries où on peut estampiller, où il y a du trauma porn, c'est comme tu l'as dit, je crois, Atiso, Underground, et Gladys, Underground Railroad, et même, je crois, Céline aussi, elle a évoqué Underground Railroad, la série de Barry Jenkins sur la traite négrière à l'esclavage. Zem, une série créée par Lena Waithe, qui est véritablement, là, c'est vraiment, où il y a véritablement du trauma porn, notamment l'épisode 5. Je vous invite à regarder la série qui est diffusée sur Amazon. Et Lovecraft Country, une série fantastique qui est diffusée sur OCS, produite par Jordan Peele. À part ces 3 séries-là, quand on regarde les séries qui sortent actuellement sur les plateformes et sur les chaînes de télévision, et aussi les films afro-américains qui arrivent au cinéma, il n'y a pas tant de trauma porn que ça, hein. Donc après, comme je le dis, c'est un ressenti, parce que est-ce qu'un film comme Judas and the Black Messiah de Shaka Kings, qui parle qui est basé sur l'histoire vraie, sur le leader des Black Panthers de la section de Chicago, Fred Hampton, et ça raconte comment on l'a infiltré par rapport à un agent afro-américain du FBI. Est-ce que ça, il y a du trauma porn? Est-ce qu'on estime qu'il y a du trauma porn sur ce thriller politique, limite policier? Ça, je trouve pas qu'il y a du trauma porn dans ce film-là.
Il y en a qui ont parlé de Black Klansman de Spike Lee aussi, qui trouvaient qu'il y avait du trauma porn parce qu'on montrait aussi la souffrance des Noirs par rapport au Ku Klux Klan, etc., etc. J'ai pas trouvé qu'il y a du trauma porn. Donc, comme je l'ai dit depuis le départ, c'est une question de ressenti. Et moi, à titre personnel, je ne trouve pas qu'il y a autant de trauma porn que ça. Et comme l'a très bien dit Céline, je trouve même que c'est réconfortant qu'on aborde des thématiques qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder, que le cinéma afro-américain n'avait pas l'habitude d'aborder, car faute de moyens, effectivement, sur la traite négrière et l'esclavage, ça fait même pas 10 ans qu'il y a des films réalisés par des Afro-Américains sur ces thématiques-là. Donc avant, c'était très, très difficile de faire des films sur ces thématiques-là parce qu'il fallait énormément de budget et Hollywood ne voulait pas financer ce genre de films et était cantonné à des films, des dramatiques essentiellement liés au ghetto, au quartier noir américain et même dans les années 90, hein, on peut trouver sur certains films. Est-ce que Boys in the Hood, c'est pas aussi du trauma porn? On montre aussi la souffrance aussi des Noirs. Est-ce que Do the Right Thing de Spike Lee aussi, on montre aussi la souffrance des Noirs? Dans une grande majorité aussi de ces films-là, dans les années 90, on montrait aussi la souffrance des Noirs. Et puis la souffrance des Noirs fait partie intrinsèque de l'histoire des Afro-Américains. Donc quand ils font des films, ils vont pas se censurer, ils racontent leur vécu et leurs aspirations et leurs revendications dans la culture et donc dans le cinéma. Donc concrètement, je ne trouve pas qu'il y ait énormément de trauma porn dans le cinéma afro en général et le cinéma afro-américain en particulier. Mais bon, après, voilà, c'est simplement mon point de vue. Si tu peux parler un petit peu plus fort. Ouais, je suis pas encore assez fort là comme ça. C'est que moi, je pense qu'il y a aussi la question de l'esthétique de la souffrance. L'esthétique, on a des films quand même qui sont beaucoup plus... Enfin, l'image, elle est quand même très belle. Il faut que tu coupes le micro aussi. Ouais. C'est que, ouais, on a une esthétique, en fait, qui est très léchée, qui est très belle. Et en fait, je pense qu'il y a une gêne aussi dans, justement, cette esthétisation de la souffrance. C'est pas tant qu'il n'y avait pas des Noirs qui souffraient dans des films, mais c'est que là, c'est limite magnifié, quoi. Et je pense que c'est cet aspect-là qui dérange. Moi, quand je regarde... moi, par exemple, ça m'avait gêné un peu dans Selma, la scène du pont, là, avec des lumières partout, des ralentis dans tous les sens, les matraques, les trucs et tout. J'avais l'impression qu'on voulait rendre beau une scène de tabassage public, quoi. Et donc, non, mais après, le cinéma, c'est de l'esthétisme aussi, hein, Samba. Après, c'est le choix de la mise en scène de Ava DuVernay, oui, mais dans tu peux cacher. T'aurais voulu quoi? Que ce C'est-à-dire soit un que tu côté peux beaucoup plus suggérer des choses et tu peux, tu peux faire des choix en fait dans ce que tu vas montrer, ce que tu vas suggérer ou pas, et qu'est-ce que tu vas mettre en avant. Et c'est pour ça que moi, ça m'avait un peu perturbé sur ce film-là. Et après, je reviens sur Underground Railroad, pareil, où je trouve que, ouais, il y avait, je crois, aussi même dans... c'est l'esthétisme de la violence qui te gêne, en fait. Oui, c'est ça, c'est plus ça. C'est comment on le met en avant. Et du coup, cette crainte, les gens disent, peut-être que des gens qui sont authentiquement racistes, ça peut leur plaire de regarder ça, quoi. Mais ou même pas forcément authentiquement raciste, mais ce truc où on se dit, en fait, du coup, il y a des Blancs qui vont dans une salle regarder des Noirs se faire tabasser et faire ça de manière artistique. Je pense que c'est là qu'il peut y avoir aussi une gêne. Ouais, mais c'est pas la thématique, du film. Je pense pas que Selma, un raciste, va être satisfait de voir Selma. Non, mais ce truc de un Blanc qui va venir regarder des Noirs souffrir, je pense que c'est ça, en fait, surtout quand on parle de trauma porn. C'est ce truc de, finalement, des gens qui sont pas forcément plus concernés vont venir observer, contempler, être fascinés par la souffrance d'autres corps. Et encore une fois, le corps noir. Et on se dit, peut-être que c'est pas à des Blancs qu'on aurait fait ce genre de choses-là.
Ah bah la souffrance blanche, elle a été montrée au cinéma. Si c'était simplement que d'un côté et pas de l'autre, je pourrais à la rigueur partager ton propos. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Quelle histoire tu racontes? Si tu fais un film qui glorifie pas les suprémacistes blancs ou le Ku Klux Klan, là ça passe. Même si on montre la souffrance des Noirs, c'est juste la thématique du film qui compte. Là la souffrance, oui, on a voulu on le montre parce que des fois il faut le montrer pour véritablement savoir comment c'était. Ça me fait penser aussi à un film de Zane Palcine, Saison blanche et sèche, où pendant une grande partie du film, elle décide de ne pas montrer la violence, mais après, la torture avec l'hélicoptère, là, ce qu'on appelait l'hélicoptère que faisaient les Afrikaners face aux leaders, leader noir sud-africain, elle a décidé de le montrer parce qu'elle a voulu, elle a très bien expliqué qu'elle voulait à un moment montrer pour que les gens puissent bien comprendre comment ça se passait et dans quelle violence c'était, quoi. Moi, sincèrement, ça ne me gêne pas du tout si c'est justifié, en fait. Si ça se justifie, il y a certains films où ça ne se justifie pas, donc là, ça peut poser problème. Mais à partir du moment où ça se justifie, je ne vois pas où est le problème. Donc voilà. Atisso, Gladys, Céline, quelque chose à rajouter? Et n'hésitez pas, ceux qui sont dans la room, à venir discuter de ce sujet-là avec nous. Gladys? Ah, il y a... Non, mais en fait, je suis en train de réfléchir sur l'esthétisme de la violence. Il y a eu plein de films, pas forcément des films noirs, où comment dire, on sublimait la violence. Et je pense à ce film, je cherche le titre, où c'est ce jeune homme qui devient, qui fait partie du Ku Klux Klan, ou c'est pas American X, quelque chose comme ça. Enfin, oui, bon. American History X avec. Voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, on est complètement dans l'esthétisme de la violence. Et pourtant, on est vraiment choqué par ouais, quand la scène où il tue ce jeune homme noir là, c'était terrible. Bah Donc, ouais, et là encore, c'est un noir, quoi, à qui on a fait ça. Avec Edward Norton, American History X, ouais. Edward Norton. Mais bon, c'est un petit peu la vérité, Samba. On va pas, ça va être très difficile. Oui, ce film a été très... oui, il y a eu des critiques par rapport à ça, justement. L'esthétisme de la violence et la manière dont on filmait la violence. Mais moi, c'est l'un des rares films que j'ai pas vu. Je l'ai pas vu, ce film-là, en fait. Donc, je peux pas trop juger, mais j'avais entendu à l'époque les critiques sur l'esthétisme, l'ultra-violence du film et l'esthétisme de la violence dans ce film. Il y a Simone qui nous a rejoint. Ah, elle n'est plus avec nous. Ah, Simone, elle était venue, mais elle est repartie. Donc voilà. Donc Samba. Bah, je crois qu'on va arriver vers la conclusion. Hein. Ouais, on va la conclure. Parle un petit peu plus fort, Samba. On a du mal à t'entendre, en fait. Ah ouais. Je dis, on va arriver vers la conclusion, hein, s'il n'y a pas d'autres prises de. On va faire un dernier tour de table. Quelque chose à rajouter, Gladys, Atisso, Céline? Non, pour ma part, non. Question, non? Rien à rajouter. Gladys? Non, pour moi, c'est bon aussi. Ok. Bon, on va conclure. À toi, Samba. Ok, on va passer à l'agenda des sorties cinéma, enfin l'agenda des cinémas d'Afrique et d'Europe. Ouais. Et Simi, est-ce que tu as quelque chose? Oui, on va le film Elvis de Baz Luhrmann qui sort le 22 juin, donc la semaine prochaine. C'est un film très intéressant à voir. C'est un biopic sur Elvis Presley, vu sous le regard de son manager. Je trouve très intéressant puisque dans le film, on montre l'influence et l'inspiration de la musique afro-américaine
sur Elvis. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est bien que je suis pas surpris de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, c'est le réalisateur de Moulin Rouge, mais aussi de la série Get Down sur l'histoire du hip-hop. Donc voilà, c'est un réalisateur qui a une manière de filmer très chorégraphiée, un peu clip vidéo, et ça correspond tout à fait à l'univers d'Elvis. Le film est un peu long, il dure 2h39, mais on ne les voit pas passer, c'est très passionnant. Et je vous conseille d'aller le voir, Elvis, le biopic sur Elvis Presley de Baz Luhrmann, qui sort en salle le 22 juin. Et toi, Samba, tu as des choses? Alors moi, ça va être essentiellement du documentaire. Ouais. Il y a le festival Seitu Africa, qui est un festival de documentaires africains, qui a lieu du 23 au 26 juin au Reflet Médicis et au Saint-André-des-Arts à Paris, donc le fameux quartier latin. Ouais. Et on a le 12 juin sur France 5 un documentaire qui s'appelle Des Antilles au Djebel, les Antillais dans la guerre d'Algérie. Voilà, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde de voir comment des Guadeloupéens et des Martiniquais ont participé à la guerre d'Algérie. Excuse-moi, Samba, c'est quelle date tu as dit? C'est le dimanche 12 juin à 22h40, donc tard la nuit, comme d'hab. Le 12 Le 12 juin. Non, pas juin, juillet. On est le 16 aujourd'hui. Tu peux pas nous mettre un programme de 4 jours avant. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe, effectivement. En plus, c'était dimanche dernier. Mais il doit être en replay, du coup. En replay. Donc, dis aux gens d'aller en replay parce que désolé, le 12 voilà. juin. Et en replay, toujours, Génération Africa. Donc, sur Arte, il y a une série de documentaires sur l'Afrique. Donc, sur la jeunesse africaine. Voilà. Et donc, c'est plusieurs documentaires que vous pouvez regarder sur Arte. Ok. Voilà. Merci. Ensuite, vas-y, Samba. On va conclure, du coup, Simi, pour la prochaine room. Alors, ça sera la dernière de la saison 2. Excuse-moi, Simi. Oui. Ouais, pardon. Juste avant de conclure, parce que je sais que vous allez conclure assez vite, mais je ne sais pas si vous allez en parler, mais notre grande sœur, Euzhan Palcy, a reçu il y a quelques jours aussi une médaille d'honneur de la SACD, et c'est important qu'on en parle aussi ce soir, quoi. Effectivement, pour l'ensemble de son œuvre. Effectivement. Voilà. Euzhan Palcy, dont on a fait une masterclass mémorable. Effectivement, c'est la SACD. Oui. Tu peux expliquer à ceux, c'est quoi la SACD pour ceux qui ne le sauraient pas La SACD, c'est une société, c'est là, alors je m'en rappelle jamais des sigles, je suis un très mauvais garçon, mais c'est une société civile en fait qui gère en fait les droits d'auteur pour les auteurs d'œuvres dramatiques, quoi. D'accord. Et non, mais je pensais que c'était important en fait qu'elle ait eu l'honneur, puisque ça reste quand même la première cinéaste noire qui a reçu un César, et voilà. Et puis c'est une référence pour nous dans le cinéma qui compte, et qu'elle reçoive là ce prix-là maintenant dans l'histoire de sa carrière. Voilà, c'était important de le signaler, effectivement. Merci. Voilà, et des minutes, désolé. Non, il n'y a pas de souci, Donc, je disais, la prochaine room qui sera la dernière de la saison 2, elle aura lieu le jeudi 30 juin à 19h30, et on va s'intéresser à Madea Homecoming, un film réalisé par notre très grand réalisateur Tyler Perry. Le film est disponible sur Netflix. Et le débat sera justement concernant Tyler Perry. Est-ce que c'est le cinéaste afro le plus nul ? Point d'interrogation. Donc voilà, ça va être une room de détente de la saison. Donc on va s'amuser avec Tyler Perry. Génial. Voilà, est-ce que Tyler Perry, c'est le cinéaste afro le plus nul ? Point d'interrogation pour la dernière, voilà. On vous annoncera beaucoup de choses aussi pour la rentrée. Il y aura beaucoup plus d'invités à la rentrée pour la saison 3. Donc voilà, Samba, toi. Sur ce, le mot de la fin est Simi.
Ah, comme dirait notre cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma, et notre grande sœur Zane Palsy, comme l'a très bien dit Atisso qui a reçu la médaille de la SACD, vive notre cinéma. Passez une bonne soirée, on se retrouve dans 15 jours, le 30 juin, jeudi 30 juin à 19h30, pour la room concernant Mad Homecoming, un film de Tyler Perry. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et à dans 15 jours. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.